J'avais un frère. Il s'appelait Frédéric. Comme mes frères et sœurs et moi, c'était un enfant de la maltraitance. Très grande pauvreté, famille très nombreuse, 11 enfants, alcoolisme de mon père, violence verbale, violence physique, internement psychiatrique régulier de mon père. Et dans ce monde où le froid, la peur, l'humiliation, le manque tenaient les premières places, dans ce monde qui ne nous faisait pas de cadeaux, Frédéric a eu droit à un supplément, un bonus. Il a été le premier à être placé par mon père dans un foyer de la DAS. Je les revois tous les deux dans la grande pièce, mon père assis sur un banc en train de signer les papiers, mon frère de l'autre côté, hagard, stupéfait, ne comprenant pas ce qui lui arrivait. Et mon frère est passé de la maltraitance familiale aux maltraitances institutionnelles. Passage de foyer en foyer, errance, violence, délinquance et au bout, la case prison. Dans ce parcours trop écrit à l'avance, comme une fatalité, dans ce parcours chaotique, à un moment, une condamnation. Mais pas une condamnation à l'enfermement, une condamnation à des travaux d'intérêt général. Et voilà Frédéric qui se retrouve manœuvre sur un chantier. Imaginez une grande plaine de la Champagne qu'on appelait encore Pouilleuse, battue par les vents, et Frédéric avec sa brouette qui charrie toute la journée de la terre, comme font les forçats dans les films, renouant sans le savoir avec l'histoire de notre père qui avait connu pendant des années un bagne d'enfants. Mais ça n'était pas n'importe quel chantier. Il s'agissait en fait d'un chantier de fouille préventive. Vous savez comme on en fait quand on construit un nouvel équipement ou quand on fait passer une autoroute. Et l'archéologue qui était là a accueilli Frédéric, mais ne l'a pas regardé comme un délinquant. Il l'a regardé comme n'importe quel membre de son équipe. Il l'a accueilli, lui a expliqué le travail, et Frédéric, petit à petit, s'est intéressé à l'archéologie, s'est passionné. Et lui, qui était en échec scolaire, qui avait arrêté ses études en 6e, a repassé un à un des diplômes jusqu'à passer une maîtrise d'archéologie. Et le voilà, quelques années plus tard, archéologue, chef de fouille. Par quel miracle? Comment est-ce possible? Le regard d'un homme. Frédéric s'est senti accepté. Il s'est senti regardé. Il a senti un intérêt sincère. Et cette seule attention, ce seul regard, a provoqué en lui quelque chose. Frédéric est entré en résilience. Alors, la résilience, qu'est-ce que c'est? La résilience, c'est une capacité à faire face, quand le drame arrive, à se reconstruire et à rebondir. La résilience est une sorte de pouvoir personnel que nous avons chacun et qui va nous permettre de nous transformer dans la difficulté. La résilience, c'est un peu, comme disent les alchimistes, transformer le plomb et en faire de l'or, transformer les difficultés et en faire des ressources. Boris Cyrulnik, qui a popularisé le concept de résilience en France, utilise pour la décrire une très jolie expression dont il a fait le titre d'un de ses livres. Il appelle ça « un merveilleux malheur », un malheur qui nous enseigne. Mais attention, la résilience, ce n'est pas un état
Il n'y a pas un gène de la résilience. Il n'y a pas ceux qui sont résilients et ceux qui ne le seraient pas. Non, la résilience, ce ne sont pas des personnes qui seraient particulièrement courageuses, des héroïnes ou des héros solitaires, des Captain Flamme du traumatisme ou des Harry Potter qui feraient disparaître comme ça par magie l'adversité. Non, les résilients, ce sont des personnes comme vous, comme moi. Simplement, dans la difficulté, à un moment, quand tout est si noir, si difficile, ils savent voir dans l'environnement quelque chose, quelqu'un, une main tendue, et ils la saisissent. Frédéric ne savait pas qu'il était résilient. Vous, dans cette salle, tous, à des degrés divers, vous avez eu à faire face à des difficultés, à des traumatismes, à des coups durs. Perte d'un proche, maladie grave, abandon, harcèlement au travail, perte d'emploi, faillite, violence conjugale, divorce, maltraitance pendant l'enfance. Chacun d'entre vous a eu à faire face, à se reconstruire, à rebondir. Et vous ne vous êtes pas forcément dit, et vous n'avez pas forcément mis le mot de résilience. Et vous n'avez pas forcément identifié qu'il y avait quelqu'un. Pourtant, et pour vous faire une première idée de ce que sont les tuteurs de résilience, demandez-vous, pendant ces difficultés, qui était là pour vous? Qui ne vous jugeait pas? Qui vous a regardé autrement? Qui ne s'est pas découragé dans vos échecs, dans vos errements? Les tuteurs de résilience, on va les rencontrer généralement dans la famille proche ou dans la famille élargie. On va les rencontrer beaucoup dans les institutions, dans les métiers de l'accompagnement. Ça va être un psychologue, ça va être un éducateur, ça va être un mentor. On les rencontre beaucoup dans le monde associatif, les responsables associatifs, sportifs, culturels, l'éducation populaire. Pour moi, c'était une institutrice. On vivait dans cette Champagne, dans un petit village d'agriculteurs. Mes parents n'étaient pas agriculteurs. On vivait en marge, on était très pauvres, on était parfois sales, et nous étions en butte aux moqueries, aux humiliations, aux agressions, aux coups de nos camarades, notamment lorsqu'on allait à l'école. Et dans cette école, j'avais 8 ans, j'étais au cours préparatoire, et là, il y avait une institutrice. Et cette institutrice avait sur moi un regard, je le sentais. Je sentais sa bienveillance. Je sentais son intérêt sincère. Je sentais sa préoccupation pour moi. À telle enseigne qu'un jour, un après-midi d'automne, elle nous dit « Demain, nous ferons de la science naturelle et donc vous allez venir chacun avec un marron. » Nous arrivons le lendemain, très fiers tous, chacun avec notre marron. Nous faisons le cours de sciences naturelles. Elle nous distribue un petit pot en verre. On confectionne une étiquette qu'on colle sur le pot en verre avec notre prénom. On met du coton à l'intérieur, qu'on humidifie, et on met le marron dans le petit pot de verre. Et puis, quelques jours, quelques semaines passent, et les marrons germent. Et petit à petit, une pousse, un marronnier apparaît. Et alors, hasard, le marron que j'avais apporté s'est mis à pousser très vite. Et le marronnier grandit. L'institutrice me dit « Patrick, ton marronnier il grandit, c'est super, mais il va bientôt être trop grand pour le pot. Je vais le planter dans mon jardin, qui était attenant à l'école communale. » Quand elle me dit ça, j'ai d'abord eu une interrogation. Ensuite, j'étais fier. Et ensuite, j'ai senti la joie. Et puis, semaine après semaine, mois après mois, année après année, elle m'a donné des nouvelles du marronnier qui avait
planter ses racines, qui grandissaient, qui s'épanouissaient. Je peux vous dire que simplement quand je vous raconte cette histoire, je sens encore aujourd'hui la fierté en moi. Je sens son amour et je sens la force qu'elle m'a donnée à ce moment-là. Et qui fait qu'aujourd'hui, je suis sociologue, intervenant HEC, auteur. Mais c'est né là. Alors, comment expliquer qu'un archéologue puisse sauver un homme en l'acceptant, qu'une institutrice puisse transformer le chemin d'un enfant en s'occupant de lui et en l'aimant? Eh bien, pour comprendre le mécanisme qui est à l'œuvre dans le processus et chez les tuteurs de résilience, je vous propose de repasser par une expérience. Une expérience scientifique qui est réalisée aux États-Unis en 1968. Il y a 2 chercheurs qui sont là, ils s'appellent Rosenthal et Jacobson, ils travaillent sur l'intelligence des rats. Alors, ils ne leur font pas passer des tests de QI. Pour travailler sur l'intelligence des rats, en fait, on fait un labyrinthe, on met un fromage, on fait courir les rats, et puis on voit le temps qu'ils mettent pour trouver le fromage. Ils prennent 12 rats. Ils les séparent de manière totalement aléatoire en 2 groupes de 6 rats. Ils confient le premier groupe de 6 rats à un groupe d'étudiants et leur disent « Vous savez, ces rats, ils sont aussi de transformation et de lignage génétique. On les a préparés pour des expériences importantes. Il faut que vous vous attendiez à ce qu'ils aient vraiment des performances exceptionnelles. Nous avons besoin que vous vous en occupiez d'eux pendant plusieurs semaines. » Et puis, ils vont confier les 6 autres rats à un autre groupe d'étudiants. Et ils vont leur dire, vous savez, ces rats, en fait, on les avait élevés, on pensait qu'on allait faire des expériences, mais en fait, on ne sait pas ce qu'on va en faire. Ils ne sont pas en très bonne santé, ce serait bien que vous vous en occupiez. On revient quelques semaines plus tard, et on fait le test du labyrinthe. Et on s'aperçoit que les rats du premier groupe sont plus rapides pour aller chercher le fromage. Les rats du second groupe, non seulement sont plus lents, mais certains ne passent même pas la ligne de départ. Alors, les chercheurs se disent, mais c'est incroyable, que s'est-il passé? Simplement, les étudiants du premier groupe ont cru à la qualité de leurs rats, ils ont cru à leur potentiel. Ils les ont nourris, ils les ont soignés avec cette croyance-là. Ils leur ont donné de l'affection. Et ça a transformé physiologiquement les rats, ça fait augmenter leur niveau de performance. Alors, on a recommencé la même expérience avec des enfants. Je vous rassure, on ne les a pas mis dans un labyrinthe. Ça se passe dans la banlieue de San Francisco. Banlieue défavorisée, une école primaire qui s'appelle Oak School, qui accueille beaucoup des enfants issus de l'immigration. Certains ont des problèmes linguistiques, il y a des problèmes de niveau, etc. Ils se présentent en indiquant qu'ils font une grande étude pour l'université de Harvard sur l'émergence de l'intelligence tardive. Ils ont donc besoin de faire passer les tests de QI à tous les enfants et de revenir une année plus tard et de vérifier si c'est toujours pareil. Ils font passer les tests de QI, mais ensuite, pour chaque classe, ils choisissent par tirage au sort 5 élèves à qui ils affectent 20 points de QI supplémentaires. Ils envoient l'ensemble des résultats, qu'ils ont donc modifiés, aux enseignants. Et ils disent aux enseignants, pour être sûr que les enseignants croient vraiment aux résultats, qu'ils sont vraiment désolés qu'on leur a envoyé par erreur. 1 an plus tard, ils reviennent. On refait passer les tests de QI aux enfants. Que s'est-il passé? Tous les enfants qui ont été sélectionnés au hasard et se sont vus attribuer 20 points de plus ont augmenté leur niveau de QI mesuré avec le même test de 5 à 25 points en 1 an. Ce résultat qui peut paraître miraculeux est aujourd'hui clairement référencé. Il y a eu des dizaines d'études qui ont été faites pour vérifier l'existence de ce phénomène qui s'appelle la prophétie autoréalisatrice. C'est-à-dire que la croyance que j'ai sur l'autre, ce que je pense de sa valeur, de ses qualités, de son potentiel, va se réaliser. On appelle également cet effet l'effet Pygmalion. Parce que finalement, les tuteurs de résilience, ce sont des personnes qui, par leur regard, par leur attitude, par leur croyance personnelle sur l'autre, vont déclencher chez l'autre un processus. La personne se voit plus intelligente, plus belle, plus forte, et déclenche en elle un processus de croissance, comme le marronnier. Ils ont un certain nombre de caractéristiques. La première des caractéristiques,
c'est qu'ils ont ce regard particulier, ils ont un intérêt sincère pour l'autre. La deuxième des caractéristiques, c'est qu'ils laissent la liberté à l'autre de venir à eux, de s'exprimer ou pas. À telle enseigne que, quand j'étais délégué général d'Emmaüs France, la consigne était de ne jamais interroger un compagnon sur son histoire et sur ses drames. Mais il n'était pas rare qu'un compagnon travaillant à côté d'un bénévole, d'un coup se confie, raconte une tragédie et, parce qu'il se sentait écouté et entendu, pouvait se transformer. Les résilients ne jugent pas du chemin choisi pour faire son parcours de résilience. Ça peut être par le voyage, ça peut être par la foi, ça peut être par le militantisme culturel, social, ça peut être par la création, ça peut être par l'entrepreneuriat, ça peut être en faisant TEDx, peu importe le chemin. Les tuteurs de résilience ont encore une autre caractéristique, c'est qu'ils ne se découragent pas. Pourquoi ? Ils savent que la résilience est un processus. Et donc, les errances, les échecs ne sont que des étapes. Les tuteurs de résilience donnent confiance à l'autre parce qu'ils ont ce regard particulier, cette compassion, cette humanité qui fait que l'autre se sent beau, se sent grand, a de la valeur. Les tuteurs de résilience savent voir en l'autre les qualités, même si elles ne sont pas visibles. C'est ce qui est arrivé à Tim Guénard. À l'âge de 2 ans, il est abandonné par sa mère. Son père est alcoolique, violent et lui brise les 2 jambes. Il passe 2 ans à l'hôpital. Il est ensuite placé dans une institution où il va subir des abus sexuels. Il devient délinquant. On ferait à moins. Et un jour, il se retrouve dans le bureau d'un commissaire. Et Tim Guénard raconte dans son livre « Plus fort que la haine » que le regard de ce commissaire, le fait que ce commissaire l'a regardé pour qui il était humainement, a su voir en lui, au-delà du délinquant, le jeune, révolté, perdu, souffrant, et qu'il ait su voir aussi le potentiel de croissance qu'il y avait dans ce jeune homme. Ce seul regard, ces quelques instants ont changé sa vie. Aujourd'hui, Tim Guénard est auteur, éducateur, et il anime un centre d'accueil pour des jeunes en très grande difficulté dans le Sud. Alors vous voyez, finalement, chacun d'entre nous, chacun d'entre vous, quel que soit votre parcours, quelles que soient vos richesses, vous pouvez être là pour quelqu'un. Vous pouvez être là pour l'autre, que ce soit un proche, que ce soit un inconnu. Bien entendu, vous ne saurez pas forcément ce que votre regard, votre sourire, votre mot aura fait. Mais c'est bien comme ça. C'est là être quelqu'un. Et pour finir, j'ai envie de vous reposer la question. Peut-être pouvez-vous, si vous le souhaitez, l'espace de quelques instants, fermer les yeux et demandez-vous, qui a été là pour vous? Qui ne vous jugeait pas? Qui vous a inspiré, aimé, soutenu? Demandez-vous, laissez émerger finalement cette figure, cette personne qui est une source infinie, qui ne tarit pas. Et peut-être pouvez-vous, ou pas, comme vous le voudrez, la mettre au service d'autres. Merci. Merci d'avoir été là pour moi.